Alors, afin de mieux comprendre tout ce qui se passe en ce moment en Ukraine, évidemment, et dans toute la région, j'ai la chance de m'entretenir avec le professeur Pierre Binette, spécialiste des questions russes et de l'ancien espace soviétique. Monsieur Binette, bonjour. Bonjour. Juste pour saisir tout ce qui se passe en ce moment, je pense qu'un petit retour en arrière s'impose. Qu'est-ce qui se passe exactement? Où sont les tensions entre l'Ukraine et la Russie? Qu'est-ce qui explique tout ça? Écoutez, il faut d'abord savoir que l'Ukraine se compose sur le plan ethnique et sur le plan linguistique de deux grandes familles, à savoir les Ukrainiens, qui sont des Slaves, et ceux qui sont plus russophones, donc qui parlent le russe ou qui sont même d'origine ethnique russe. Okay. Et cette division-là, elle est aussi géographique. C'est-à-dire que l'est de l'Ukraine est habité par une population majoritairement russophone, alors que l'ouest de l'Ukraine, tout ce qui est à l'ouest du Dniepr, ou ce qui est un fleuve. D'accord. Tout ce qui est à l'ouest est habité surtout par des populations qui sont ukrainiennes, de langue ukrainienne. Kiev étant une exception, Kiev, il y a aussi une population russophone fort importante. Donc, autrement dit, il y a une scission géographique réelle, étant donné et historique, oui. Culturelle. C'est qu'en fait, la partie est de l'Ukraine a été régulièrement sous domination russe, alors que la partie ouest de l'Ukraine a été sous domination pendant longtemps polonaise. Voilà. Et au moment où on se parle, bien sûr, l'actualité se bouscule, va très vite. Oui. Mais qu'est-ce que la Russie veut gagner? Qu'est-ce qu'elle cherche en ce moment? Où sont les enjeux? Écoutez, vous savez que depuis l'éclatement de l'Union soviétique, la Russie a été en perte de puissance, tant au niveau politique qu'au niveau économique, etc. Cette perte de puissance s'est traduite par un endiguement de la Russie, un encerclement de la Russie. Vous savez, tous les anciens, les États baltes, par exemple, qui étaient des républiques fédérées soviétiques, sont maintenant membres de l'Union européenne et ont un statut membre de l'OTAN. Vous avez cet élargissement de l'OTAN et de l'Union européenne qui vient chercher plusieurs des anciennes républiques fédérées soviétiques. Vous savez, il y avait 15 républiques fédérées soviétiques. Donc, de ces 15 républiques, plusieurs, particulièrement dans l'espace européen, sont aujourd'hui membres de l'Union européenne ou membres de l'OTAN. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine? En fait, il y avait à la tête de l'Ukraine un président pro-russe, favorable en fait à la Russie, c'est M. Yanukovych, qui s'est lancé dans des négociations avec l'Union européenne en vue de la signature d'un partenariat oriental. Voilà. Bon, en novembre 2013, Yanukovych va changer son fusil d'épaule, va faire volte-face, notamment en raison des pressions exercées par la Russie, qui se voyait, elle, plutôt isolée, encore davantage isolée. Et en décembre 2013, il était arrivé pratiquement à une entente avec celle-ci, notamment au niveau des livraisons du gaz, au niveau des livraisons du pétrole. C'est une donnée qui est importante actuellement. Faut pas oublier que l'Ukraine dépend à plus de 60% des livraisons de gaz et de pétrole russes. Voilà. Ce volte-face-là de Yanukovych va amener un vent de révolte en Ukraine. En fait, ce sont les grandes manifestations de la place Maïdan. Oui. Ce que les protestataires voulaient, ce que les contestataires voulaient, c'est en fait une réforme du système politique. C'était un refus du système politique de type autoritaire russe que l'on rejetait. On avait également des revendications sur le plan économique. On rejetait le capitalisme plutôt sauvage où l'État intervient très peu dans la répartition des richesses. Donc, on contestait ces divisions extraordinaires, ces polarisations entre personnes ayant des richesses colossales qu'on appelle les oligarques et la population en général qui vivait dans un état, dans une situation économique très difficile. Donc,
on contestait le système politique, on contestait le système économique et on avait également des revendications culturelles. Ça s'est traduit par la destitution de Yanukovych par le Parlement, la Rada ukrainienne. Cette destitution-là a amené à une forme de chaos politique en Ukraine et a amené, en fait, l'Est de l'Ukraine et la Crimée à l'époque, qui étaient pro-russes, qui sont russophones, à se rapprocher de Vladimir Poutine, de se rapprocher de la Russie pour ainsi déstabiliser l'Ukraine. On n'a pas de boule de cristal, bien sûr. Mais vous savez, certains s'inquiètent, mais s'inquiètent beaucoup. Certains parlent même du 3e conflit mondial, etc. Est-ce qu'on a raison de craindre à ce point-là? Est-ce que la situation, elle est critique? Écoutez, la situation, elle est tout moins sérieuse. Elle est minimalement sérieuse. Écoutez, encore une fois, je reviens sur cette question de la dépendance de l'Europe par rapport au pétrole russe. Il faut admettre c'est que l'Ukraine est en dette, en déficit vis-à-vis de la Russie par rapport au pétrole. La Russie était prête à accepter ce poids économique en échange d'un appui politique, d'un partenariat politique réel, exactement, et pas une alliance occidentale. C'est presque la logique soviétique qui s'y installait. Actuellement, on est dans une situation où l'Est de l'Ukraine échappe toujours au contrôle du gouvernement ukrainien. Il y a des pressions économiques, des pressions politiques. On a un nouveau président, Poroshenko, qui a été élu récemment et avec qui Vladimir Poutine accepte de négocier. Qui est un oligarque lui-même. Oui, qui lui-même est un oligarque, exactement, qui a un discours très violent contre la Russie et très pro-occidental, mais qui dans les faits est probablement la meilleure personne capable de se rapprocher de la Russie. Évidemment, on est dans une phase de négociation. La Russie, comme toujours, va utiliser ses moyens sur le terrain pour déstabiliser. Ils l'ont fait en Abkhazie, ils l'ont fait en Moldavie, ils l'ont fait en Azerbaïdjan, ils l'ont fait en Arménie, ils l'ont fait. Bon, c'est dans le pattern russe d'utiliser ses forces armées, ses minorités et de les instrumentaliser. Ça, c'est dans le pattern. Et il va devoir éventuellement qu'il y ait une négociation sérieuse. Est-ce que l'Occident, est-ce que l'Union européenne va y être impliquée? Je ne le sais pas. Il semblerait que quand c'est un vis-à-vis Ukraine-Russie, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut prévoir que la Russie demanderait les bons offices de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, pour venir faire une médiation? Ce n'est pas impossible. Mais une chose est certaine, on ne retrouvera pas l'Ukraine d'avant 2013. On ne la retrouvera pas. La Crimée ne reviendra pas à l'Ukraine, c'est certain. Et le système politique ukrainien va devoir être revu. L'organisation géographique ukrainienne va devoir être revue. Est-ce qu'on va aller vers une solution de la fédéralisation de l'Ukraine comme le voudraient les Russes, Poutine et un de ses conseillers, Glaziev? Possible. Est-ce que on va aller vers une réorganisation à partir des régions traditionnelles de l'Ukraine? C'est probablement l'aspect le plus probable. Mais c'est une situation qui évolue rapidement, comme on dit au début. Pierre Binette, merci de votre temps. C'est un plaisir. Et on s'en reparle. Excellent. Merci.